bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass de Laurent Delmas que nous aimons retrouver pour ces masterclass qui aujourd'hui va nous parler d'une chambre en ville de Jacques Demy. Laurent Delmas, je vous présente encore, mais maintenant plus personne n'a besoin pardon, on n'a plus besoin de vous présenter. On vous connaît, vous êtes donc critique cinéma sur France Inter, vous êtes aussi coproducteur et producteur d'émissions de radio sur France Inter. Vous avez dirigé l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et vous avez publié cette année Depardieu hors norme, chez Larousse également. Je vous laisse la parole pour Une chambre en ville de Jacques Demy. Bonjour Aurélie, j'ai moi aussi grand plaisir évidemment à vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cet éclairage sur le très beau film de Jacques Demy, Une chambre en ville, qui est sorti sur les écrans en 1982. C'est pas complètement une date tout à fait innocente, si je puis dire, même si, on va le voir, le film remonte à bien au-delà de cette date-là et de son tournage concrètement en 1980, sortie 82, tournage en 81, mais juste quand même pour rappeler un peu le contexte politique de ce moment-là. C'est 1981, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir avec François Mitterrand, et c'est pas complètement, je dirais, en dehors, et notamment du climat de sortie du film. On y reviendra, si vous le voulez bien, à la toute fin. Alors, c'est justement d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus accentuer le côté, le parallèle avec 1981 et 1982, c'est peut-être c'est certainement le projet le plus ancien dans l'esprit de Jacques Demy. C'est celui qui l'habite depuis très longtemps. Il l'a lui-même raconté, et je vous livre ce qu'il en a dit. L'idée est née en 1955. J'avais 24 ans quand j'étais à Nantes, et au moment des grèves, et que je voyais ce qui se passait. J'ai fait le lien avec une histoire que mon père m'avait racontée. Mon père, paysan breton, est venu à Nantes, a loué une chambre chez la femme d'un colonel, une baronne excentrique qui avait un fils et une fille. Quand il me parlait de sa jeunesse, c'était toujours très émouvant, et là-dessus, j'ai brodé. Donc effectivement, Jacques Demy n'a jamais caché, non pas le côté autobiographique du film, peut-être un peu de biographie familiale, pour le coup, c'est ce dont il parle, c'est-à-dire le film n'est pas autobiographique le concernant. En revanche, concernant son père, il y a, comme vous l'avez vu en voyant le film, une parenté de situations. Cette chambre en ville, cette chambre qu'on loue à une logeuse excentrique, eh bien, ma foi, cet environnement-là, en quelque sorte, il est validé par Jacques Demy sur sa propre histoire familiale. Un rappel quand même pour dire que entre le moment où il fait cette déclaration à peu près concomitant avec la sortie d'une chambre en ville et puis cette année 55 où il a un peu plus de 20 ans, il aura évidemment, et là évidemment, et nous le savons et vous le savez ô combien, tourné 9 films de long métrage, quelques courts métrages en plus, mais 9 films de long métrage, et dont évidemment Les Parapluies de Cherbourg, dont il faut se souvenir par rapport à Une chambre en ville, que Les Parapluies de Cherbourg sont le premier film entièrement chanté de l'histoire mondiale du cinéma. Et c'est ce principe-là qu'il va reprendre totalement avec Une chambre en ville, qui n'est pas, je le rappelle au passage, c'est un rappel inutile, je n'en doute pas, mais quand même, qui n'est pas le principe des autres films un peu de ce type-là, chez Demy, c'est-à-dire des films musicaux. Donc ça n'est pas le principe ni de Podane, ni des Demoiselles de Rochefort, où il y a des dialogues entre des morceaux chantés. Là, Une chambre en ville, comme Les Parapluies de Cherbourg, c'est, pour être clair,
opératique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette idée que les premières images du film commencent avec une musique qui ne s'interrompt pas en quelque sorte jusqu'aux dernières images du film. Donc c'est une façon très particulière d'envisager le film musical, oui, comme une sorte d'opéra. On peut faire le parallèle sans crainte ni du ridicule ni de l'exagération, et en tous les cas d'accorder à la musique, à la partition, aux chansons, aux airs, dirait-on sur scène, un primat extrêmement important. On sait que Jacques Demy sera, de ce point de vue-là, autant adulé que parfois moqué par d'autres sur effectivement le fait que cette façon de faire entraîne eh bien que des choses triviales soient dites en chantant. Mais après tout, une fois de plus, c'est la culture de l'opéra et il n'y aurait pas de raison, en quelque sorte, de se moquer de Demy et de sacraliser ce qui peut se faire sur une scène d'opéra. Bien évidemment, le processus, la démarche artistiques notamment, sont exactement les mêmes. Alors, dès 1955, comme il le raconte lui-même, il y pense. Et il faut juste dire qu'il y pense d'abord comme pour un roman. C'est ainsi qu'il envisage les choses et il écrira plusieurs chapitres de ce roman qui ne verra jamais le jour. Mais néanmoins, il y a déjà une phase d'écriture. Et puis, de façon très symptomatique pour montrer combien les choses dans l'esprit de Jacques Demy sont à la fois ancrées depuis très longtemps et cheminent en quelque sorte dans son esprit d'artiste, il pense aussi, un peu en même temps, après avoir commencé à écrire ce roman, il pense à un opéra. Donc, vous voyez, la forme musicale de cette histoire, familiale, on va dire, paternelle, en quelque sorte, elle est très rapidement ancrée dans l'esprit dans l'esprit de Jacques Demy. Alors, on sait maintenant, parce qu'il l'a évidemment raconté, on sait que c'est près d'une bonne quinzaine d'années plus tard qu'il entre réellement en écriture de scénario. C'est-à-dire que l'écriture du scénario, on dirait presque du livret, on a envie de dire du livret des paroles, le fait travailler, l'accapare de 1972 à 1975 environ. C'est en 1975 qu'il aboutit à une sorte de première version complète qui est beaucoup plus qu'un squelette, qui est vraiment le film dans son ampleur, dans son amplitude, dans ses différents rebondissements, dans la caractérisation de ses personnages. Enfin bref, c'est un scénario totalement fini. D'autant plus terminé, d'autant plus achevé dans l'esprit de Jacques Demy qu'il l'écrit, tenez-vous bien, il l'a écrit pendant ces années d'écriture pour Catherine Deneuve, dans le rôle qui sera joué par Dominique Sanda, et pour Gérard Depardieu, dans le rôle de l'ouvrier Guilbeault, sans oublier que la baronne devait être jouée dans l'esprit de Jacques Demy par Simone Signoret. Là, vous voyez, on est dans les années 70, on peut faire difficilement mieux comme casting prestigieux, et surtout, il faut le dire, mais ça n'est certainement pas la démarche première de Jacques Demy, mais commercialement, un casting engageant pour des producteurs, un casting dont on peut dire légitimement qu'il pourrait, il faut toujours parler au conditionnel, il pourrait entraîner un grand succès. Ce sont là des stars déjà installées. Depardieu commence sa carrière, mais Catherine Deneuve est installée, Simone Signoret, n'en parlons pas. Et très franchement, c'est effectivement quand même, je dirais, un beau signe porteur pour Jacques Demy d'avoir pensé à ce casting, de l'avoir écrit, alors pour ce qui s'amuse, son égérie, Catherine Deneuve, mais aussi d'avoir pensé à Depardieu comme ouvrier parfait, comme amant parfait pour
le rôle de Guilbeault, et puis le recours à Simone Signoret, visage déjà tutélaire du cinéma français, et donc ce casting est à la fois très cohérent et certainement à même d'apporter concrètement un financement au film, hein, pour parler un peu crûment, mais le cinéma ne peut se passer d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, étant entendu que à ce moment-là, il se passe aussi autre chose qui est tout à fait important dans la façon dont le film, la construction, l'élaboration du film va évoluer, c'est que, comme vous le savez, on peut se dire, Jacques Demy écrit un scénario, pense à une histoire, forcément, à un moment donné, il va aller voir son ami, son complice, son demi-frère, comme ils s'appellent l'un l'autre, Michel Legrand. Alors, c'est ce qui se passe, mais Michel Legrand refuse. Michel Legrand ne croit pas à cette histoire, et surtout, il s'inquiète en quelque sorte de ces aspects beaucoup trop noirs. Et il n'a pas envie de les porter, pas plus qu'il n'a d'ailleurs envie de porter les dimensions très sociales et politiques, on y reviendra, du film. Pour parler un peu crûment, il ne sent pas ces CRS qui chantent face à des grévistes qui chantent. C'est en partie ce qui lui pose problème, pas seulement, mais c'est en partie ce qui effectivement lui pose problème. De toute évidence, on est loin de la dynamique, de l'allant, du côté joyeux, au moins en apparence, mais aussi quand même en profondeur, des Demoiselles de Rochefort. Et si on peut être prêt, et ô combien, de l'atmosphère dramatique des Parapluies de Cherbourg, qui est tout sauf une comédie, la différence quand même, c'est que certes, il y a un arrière-fond historique qu'on connaît pour les Parapluies de Cherbourg, la guerre d'Algérie, mais elle n'est là qu'en arrière-fond, et il n'y a pas de discussion politique, il n'y a pas de chanson sur la politique, etc. C'est radicalement différent de ce que veut faire, mais vraiment, de ce que veut faire Jacques Demy pour une chambre en ville. Il y aura donc rupture, qui n'est pas une rupture tonitruante. Les deux hommes, Legrand, Demy, travailleront à nouveau ensemble, et notamment pour l'ultime film de Jacques Demy, 3 places pour le 26. Donc ça n'est pas une rupture définitive, loin de là, mais c'est en quelque sorte un peu un accroc à ce duo Legrand-Demy qui avait déjà produit au moins ces deux bijoux réellement du cinéma musical français que sont les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg. Alors à ce moment-là, Jacques Demy se tourne vers quelqu'un qui est qui a une place déjà dans le cinéma français côté musique, bien sûr, et qui est Michel Colombier. Michel Colombier, quelqu'un effectivement d'important, qui a déjà travaillé avec Sauté, avec Chabrol, avec Melville, avec aussi Gainsbourg pour une comédie musicale, Anna, qui a été faite pour la télé avec Anna Karina et Serge Gainsbourg et quelques autres. Alors, Michel Colombier, bien sûr, n'en écrit pas la musique. Là, en l'occurrence, c'est Gainsbourg qui l'écrit, mais il est aussi et également connu pour son travail et pour ses qualités de ce qu'on appelle, d'orchestrateur et d'arrangeur. Et ça, c'est très important dans le projet d'une chambre en ville, parce que, bien évidemment, il s'agit d'écrire des chansons, des moments chantés, on va dire, des dialogues chantés plutôt que des chansons, et puis aussi, bien sûr, d'écrire toute une partition musicale qui ne sera pas, où il n'y aura pas de paroles dessus, mais qui suivent l'action. Or, Michel Colombier a toutes les bonnes casquettes nécessaires, c'est-à-dire qu'il est capable évidemment de créer les mélodies, mais aussi d'assurer en quelque sorte, je dirais, le suivi musical de l'ensemble. Et avec beaucoup de force, beaucoup d'inventivité, beaucoup de création, et donc cette attention particulière à l'orchestration, aux arrangements, qui vont faire que, quoi qu'il en soit,
cette rupture temporaire avec Michel Legrand n'affectera en rien la qualité musicale d'une chambre en ville. On aurait pu craindre que la disparition provisoire du duo, ô combien inspiré des films précédents de Jacques Demy, porte atteinte en quelque sorte à cette dimension musicale des films de Demy. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas en raison de l'extrême qualité du travail de Michel Colombier et très franchement, la bande originale du film, c'est-à-dire la musique avec les dialogues parlés, chantés, pardonnez-moi, les dialogues chantés, résistent absolument, et autant bien entendu, et même à l'écoute individuelle, sans le film, comme de même que les BO de Michel Legrand pour les autres films de Jacques Demy, mais il en va de même pour cette BO de Michel Colombier. C'est dire si elle est d'une qualité tout à fait remarquable. Alors, les faits semblent s'être définitivement penchés sur le berceau, avec ce casting, avec ce musicien, et là, patatras, pardonnez-moi l'expression, Deneuve et Depardieu, conjointement, presque d'une même voix, sans jeu de mots, disent à Jacques Demy, donnent leur accord, mais ils disent tous les deux, on veut chanter. On veut que ce soit nos voix qu'on entende chanter les dialogues du film. Et là, pour Jacques Demy, c'est une impossibilité. Une impossibilité à concevoir son film avec les voix chantées de Depardieu et de Deneuve. Ce n'est pas une nouveauté, vous le savez. Les précédents films musicaux de Jacques Demy, aussi bien Les Parapluies que Les Demoiselles, à une ou deux exceptions près, comme Daniel Darieux, ne sont pas chantés par les acteurs qui incarnent les personnages à l'écran. Et Podane, bien évidemment, également en est un exemple. C'était chez Demy, comme chez Legrand d'ailleurs, de ce point de vue-là, le tandem était relativement soudé, la volonté que ce soit, pardonnez-moi l'expression, bien chanté. Et que s'il n'y avait aucun doute sur évidemment les dons de comédiens de Deneuve, en l'occurrence de Depardieu, et puis de Delphine Seyrig, et puis de Jean Marais pour les autres films, de François d'Orléac, etc. Bon, pas de doute sur évidemment leur capacité d'acteur, mais la certitude, voilà, que ce ne sont pas les chanteurs, ce qui est sur le papier assez vrai, et donc qu'ils ne peuvent pas être à la hauteur de cet enjeu-là du film, et cette intervention de leur part, en quelque sorte, irait à l'encontre des prétentions artistiques du film. C'est une position de principe très, je dirais, très dure, très rude, très affirmée chez Demy, et qu'il va tenir, en quelque sorte. Alors, on peut gloser longtemps sur cette volonté de Demy, dire que, ma foi, et en l'occurrence, et Deneuve et Depardieu ont fini, en quelque sorte, par chanter sur scène, pour Depardieu même, dans beaucoup de films, finalement, dans un certain nombre de films, pour Deneuve, avec des disques, et l'un et l'autre. Donc, on pourrait juger que, rétrospectivement, disons que Demy mettait la barre peut-être un peu trop haut, mais en même temps, une chose est effectivement de chanter une chanson par-ci, une chanson par-là, voir un récital sur scène. Une autre est certainement de participer à ce qu'il faut appeler un opéra filmé. Et au fond, ça montre bien la place du réalisateur, de l'auteur-réalisateur dans le processus. Il est effectivement maître du jeu, quoi qu'il en soit. Et donc, tout ça pour en arriver au fait que Jacques Demy eh bien, dit non à cet acteur. Et il leur a dit, eh bien, écoutez, dans ces conditions-là, moi, je ne fais pas le film, donc vous ne le faites pas, bien évidemment, mais je ne peux pas accepter cette condition. Elle me paraît trop importante, et ce serait une condition qui serait vous faire une concession à mes ambitions artistiques que je ne peux pas porter. Parole très dure, hein, très rude. On peut imaginer l'état dans lequel Jacques Demy s'est trouvé quand il a dû dire non à son égérie Catherine Deneuve, hein, avec lequel quand même il avait fait 3 chefs-d'œuvre. Hein, donc bon,
Franchement, c'est un moment certainement difficile, et pour Catherine Deneuve également, bien entendu, que ce duo, en quelque sorte, s'arrête, et s'arrête sur, effectivement, une exigence artistique du cinéaste. Le problème, c'est que une fois qu'il a dit cela à ses acteurs, eh bien, Jacques Demy se retrouve confronté au producteur pressenti, et qui lui disent très clairement: ah, mais alors, sans Deneuve et Depardieu et Signoret, d'ailleurs, le projet ne nous intéresse plus. S'il n'est pas assez, par qui va-t-il être porté? Il n'y a pas de casting équivalent. Catherine Deneuve, c'est pas possible de s'en passer. Depardieu émerge. Enfin bon, et Signoret, bon. Bref, les producteurs se dérobent. Et Jacques Demy, qui dit, alors à l'époque, hein, pour montrer combien il tient au projet, il dit c'est toute mon enfance, c'est mon sang, c'est ma vie. Ce sont ses propres termes dans la presse quand il parle de ce moment, non pas de doute pour lui, mais dans ce moment très difficile où le film semble se dérober sous ses pas. Alors, il poursuit néanmoins le processus, et notamment le casting, et il finit par estimer que Dominique Sanda peut parfaitement se couler dans le rôle écrit, sinon pour Catherine Deneuve, en tout cas écrit beaucoup en pensant à elle. Et c'est Dominique Sanda, l'actrice Dominique Sanda, qui va lui faire rencontrer une productrice de cinéma, pardon, très importante à ce moment-là, très active, Christine Gouzerenal, qui, pour la petite histoire, est l'épouse de Roger Hanin, donc la belle-sœur de François Mitterrand. Mais Christine Gouzerenal, c'est surtout professionnellement une productrice de cinéma et de télévision très active à l'époque. Et il se trouve que Christine Gouzerenal va décider de produire le film, il faut bien le dire, hein, prendre le risque, le pari, là pour le coup, au regard effectivement du casting un peu en retrait, du fait que c'est un opéra, que les films musicaux français marchent plus ou moins bien. Bref, il y a une vraie prise de risque de production sur ce film, et Christine Gouzerenal l'assume. L'histoire montrera que c'était une vraie prise de risque. Alors, à ce stade-là, il faut maintenant entrer dans le vif, entrer dans le film, et je voudrais juste vous lire ce que Jacques Demy en déclare à l'époque. Ce film, pour moi, dit-il, c'est une grève et l'amour. L'idée, c'est qu'il fallait toujours se battre pour vivre, pour avoir un salaire décent, ou pour garder son amour, et qu'on en crève. On meurt d'amour, on meurt pour des idées. Ce sont des gens passionnés, et je voulais faire ce film sur la passion qu'on met dans sa vie jusqu'à l'absurde. Alors, vous voyez, on est vraiment là dans une déclaration d'intention très forte, avec des mots qui pèsent, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a une sorte d'affirmation d'un côté tragique de l'histoire racontée, on est dans la tragédie, on est dans le drame, on est quelque part du côté effectivement d'une dramaturgie théâtrale, et musique oblige, on est vraiment, oui, dans l'optique d'un opéra, et d'un opéra populaire, puisque il s'agit de nous montrer aussi des réalités sociales fortes, et on n'est pas dans la cour d'une royauté du XVIIIe siècle, ou que sais-je encore, ou à Rome du temps des Médicis. Non, on est vraiment dans la France des années 50, la France qui lutte, la France en grève, la France qui combat, la France prolétaire. Et de ce point de vue-là, l'affirmation de Demy, c'est vraiment de faire un film qui soit une sorte, effectivement, d'opéra populaire. C'est d'ailleurs, on peut le dire, hein, même maintenant, rétrospectivement, que nous avons l'ensemble du corpus, si je puis dire, des films de Jacques Demy, et singulièrement de ses films musicaux. C'est certainement son film qui est le plus proche de ce qu'on appelle l'art lyrique. C'est certainement son film qui est le plus proche de formes qui
s'écarte du cinéma traditionnel, y compris du cinéma musical traditionnel, et qui, en quelque sorte, s'approche effectivement d'un art lyrique qu'on trouve plus aisément sur les scènes de théâtre et d'opéra habituellement. Donc, ce film, comme nous l'indique Jacques Demy, c'est un objet quand même très singulier dans le paysage français, mais pas seulement français, dans le paysage cinématographique mondial. C'est quand même une passion, mais alors une passion amoureuse électrique, sur fond de grève et de lutte de classe. Donc la seule référence possible, mais pas totale, en termes artistiques, c'est assurément, comme nous le disions précédemment, les parapluies de Cherbourg, mais en disant bien qu'une chambre en ville va en quelque sorte plus loin, que le scénario, l'histoire qui est racontée, les personnages, les situations sont plus tragiques, plus cruelles, plus violentes aussi. On peut, sans se tromper, dire que les années aidant, les années passant, de film en film, la façon dont Demy envisage l'amour, et l'amour fou notamment, devient de plus en plus radicale. Il y avait des histoires d'amour un peu désespérées, la quête de la, vous savez, de la femme ou de l'homme idéal. C'est une idée qui traversait bien évidemment les Demoiselles de Rochefort, mais aussi les Parapluies de Cherbourg, mais aussi évidemment, sous un jour un peu particulier, Podane. Bref, il y avait cela. Mais ça, les choses restaient contenues. Non, à la fois sur la forme et sur le fond. On avait des passions véritables, enflammées, mais qui restaient, je dirais, dans un environnement un peu apaisé, ou dont on voyait bien qu'il y avait une volonté de ne pas trop soulever le couvercle de la marmite, et de faire en sorte que ce soit de belles histoires de passion, mais que les choses soient quand même un peu apaisées. Moins pour les parapluies que pour Podane, qui se termine par un mariage, ou pour les Demoiselles, qui se termine par plusieurs mariages potentiels, bien évidemment. Et il y a cette radicalisation, si je puis dire, de la vision de l'amour. Il y a aussi, de façon concomitante, et très concomitante, c'est l'un des intérêts du film, il y a aussi un regard qui se radicalise sur la société française. Ça, c'est clair. Cette société française qui est réellement tenue en lisière dans les autres films, même si, une fois encore, les Parapluies de Cherbourg, finalement, c'est l'un des rares films français de l'époque qui évoque la guerre d'Algérie, mais néanmoins, les réalités sociales, politiques, culturelles de la société française de cette époque-là, de l'époque de Jacques Demy, sont tenues en lisière. Là, dans ce film, dans Une chambre en ville, ça occupe le devant de la scène. Les injustices sociales, le mépris de classe, la lutte des classes, les bassesses sociales, tout ça est présent dans le film. Et pourquoi c'est présent? Parce que c'est vraiment, de ce point de vue-là, en tous les cas, le film le plus intime de Jacques Demy, c'est-à-dire qu'il décrit le Nantes de sa jeunesse, le Nantes de ces années où il a encore, il est à la fois jeune, hein, c'est le personnage fameux Jaco de Nantes, décrit par Agnès Varda dans son très beau documentaire dédié à Jacques Demy, son compagnon. Donc il y a cette espèce de triptyque, en quelque sorte, qui est celui de sa jeunesse, son état d'esprit à l'époque, une vraie tendresse pour le prolétariat, une incontestable fascination pour les aristos un peu décavés de la bonne société nantaise, pardonnez-moi, et un mépris affiché pour la bourgeoisie. C'est ce triptyque-là qui, du point de vue social, fait réellement le fond du film. Demy va donc avoir cette pensée un peu folle, après tout, singulièrement en France, qu'on peut mettre en scène la lutte des classes et faire chanter des ouvriers face à des CRS en leur faisant dire en leur faisant chanter des slogans. Alors il est vrai qu'on chante beaucoup dans les manifestations en général, mais là,
la musique n'est pas la même, et on est dans un film, on est dans la fiction, et en même temps, on a cette façon incroyable de représenter à l'écran les luttes sociales. C'est absolument inédit. C'est sur un ton grave, ça n'est ni caricatural ni parodique, jamais. Il n'y a aucune ironie dans le propos de Demy. Et au fond, il reprend une tradition opératique qui est celle du chœur, qui peut être le chœur des esclaves chez un certain Verdi, mais qui est donc la notion qu'il peut y avoir comme ça un groupe porteur d'un discours, d'un message, que ce groupe est souvent une représentation du peuple, et c'est le cas ô combien ici, bien évidemment. On est donc très, 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 très loin de la comédie musicale hollywoodienne, française, européenne, tout ce qu'on voudra, et on est dans la création de quelque chose qui s'attaque aux réalités culturelles, sociales, politiques françaises. On est très, 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 très loin, et du pittoresque, et de l'anecdotique, et de l'ouvrier qui s'encanaille, par exemple, ou qui serait une sorte d'alibi. Demy et Colombier, au contraire, vont vraiment à l'essentiel d'une représentation sociale des choses. Alors, outre cette dimension qui est loin, loin, loin d'être négligeable, outre cette dimension, il y a aussi une forme de radicalisation, en tous les cas d'exacerbation, de deux thèmes qui ne sont pas absents, loin de là, de la filmographie précédente de Jacques Demy, mais de deux thèmes qui, ici, vont prendre une ampleur, vont être beaucoup plus montrés et dits, et chantés, en l'occurrence. Deux thèmes majeurs qui n'appartiennent évidemment pas à Jacques Demy, qui appartiennent au patrimoine universel, qui sont le sexe d'un côté et la mort de l'autre. Les films précédents, c'est le moins qu'on puisse dire, parlaient d'amour. Bon, les parapluies, Demoiselle, Peau d'âne, Lola, etc. Tout ça, l'amour circule. Bon, et l'amour est là. Le sexe, moins. Le sexe, réellement, dans sa crudité, dans sa passion, dans son côté physique, tout simplement, il n'était pas vraiment là. Il n'était pas vraiment là à l'image. Ici, dans une chambre en ville, la maîtresse Dominique Sanda se promène et se donne nue sous son manteau de fourrure à son amant ouvrier. Bon, c'est une scène qui, jusqu'à présent, n'aurait pas existé. Enfin, c'est une scène, oui, c'est une scène, c'est un habit, c'est une suggestion qui n'aurait pas existé jusqu'alors dans le cinéma de Demy. Et puis là aussi, nouveauté, pas de plus, en quelque sorte, dans la description de la passion amoureuse, c'est qu'ici, on tue violemment, et on se tue violemment, en se coupant la gorge avec un rasoir, comme le fait Michel Piccoli, le mari de Dominique Sanda, le vendeur de télévision. Il y a cette scène de suicide est absolument singulière dans le cinéma de Jacques Demy. On pouvait évoquer des choses aussi violentes. C'est le cas, par exemple, de l'assassin Dutroux dans Les Demoiselles de Rochefort, mais tout ça est évoqué dans un bistrot avec une mélodie finalement assez joyeuse de Michel Legrand, et ça passe. Là, ça passe moins. En tout cas, à l'écran, ça passe très fort. C'est-à-dire que ce sont des images et ce ne sont plus des récits. Donc, franchement, quand on se tranche la gorge et que le sang jaillit, il y a là une rupture avec les univers précédents de Jacques Demy. Donc, il n'y a pas de métaphore, il n'y a plus de métaphore, il y a moins d'allusions. C'est un cinéma de corps et de cœur, de corps à corps, de cœur à cœur, et qui est vraiment où
où la figure de l'amant, de la femme et du mari sont des figures tout à fait présentes, exacerbées une fois de plus, et qui se passent sous nos yeux, en quelque sorte. Non pas de façon allusive, de même que l'affrontement des CRS et des grévistes n'étant rien allusif, tout se passe sous nos yeux, tout a bien lieu. Si vous voulez, on peut estimer que chez Demy, c'est une sorte de libération par rapport à peut-être une façon qu'il a eue jusqu'à présent de retenir un peu ses chiens, de tenir en lisière un certain nombre peut-être d'images qu'il avait dans la tête, une volonté de ne pas peut-être tout assumer de ces images, de ne pas forcément choquer son spectateur. Là, on sent qu'il se libère d'un certain nombre de contraintes. Tout est dit, par exemple aussi, pour continuer un peu à abonder dans ce sens, sur l'impuissance du mari de Dominique Sanda. On ne nous cache rien de cela, de cet aspect très trivial des choses. Et aussi bien, évidemment, que le désir absolument physique qui étreint les deux amants, Edith et Guilbeault. De même, d'ailleurs, que la logeuse de Guilbeault, la baronne excentrique, au fond, on n'ignore pas grand-chose de sa frustration sexuelle par rapport à son jeune et très prolétaire et très brillant, son jeune locataire. Bref, avec cette galerie, en quelque sorte, de personnages qui ne sont pas loin de pathologie, on est certainement plus proche quand même, on va dire, de Buñuel, hein, que du Jacques Demy, au moins des Demoiselles de Rochefort. Mais même des Parapluies, où, une fois de plus, les choses ne sont pas dites et montrées à ce point-là. C'est un peu, je crois qu'on peut dire que jusqu'à présent, hein, le feu couvait un peu sous la glace chez Jacques Demy. Là, il explose. On voit bien que l'histoire de Peau d'âne, par exemple, le désir du père pour sa fille ne se concrétisera pas durant toute l'histoire. Alors, c'est le conte. En cela, Demy est fidèle au conte, mais on peut dire que ça lui convient à l'époque, et on peut d'autant plus le dire que dans son dernier film, en revanche, cet inceste qui est à la fois le tabou absolu, le sexe posé sur la table, la relation père-fille, etc. Dans son dernier film, 3 places pour le 26, alors l'inceste a lieu. Alors l'inceste est donné. Alors, très clairement, on voit au réveil Mathilde Aimé et Yves Montand. Bon, ils ne savent pas forcément, mais peu importe, l'inceste est consommé. Bon, donc, on voit bien qu'il y a, et Une chambre en ville en est en quelque sorte le pivot, l'axe temporel, chronologique. Il y a chez Jacques Demy, à un certain moment donné, et c'est Une chambre en ville qui en est le marqueur, si je puis dire, la volonté de montrer combien, au fond, la passion qui explose fait des dégâts. Et que si on assume cela, c'était le discours des Parapluies, et de Peau d'âne de toute façon, si on assume ça, eh bien, il faut peut-être aller jusqu'au bout et montrer les choses. Alors, évidemment, l'autre partie importante qui rejoint tout cela, qui fait se jointer l'ensemble, c'est qu'évidemment, il est tout à fait évident que dans ce film, Jacques Demy retrouve ses origines et ne les renie en rien. C'est certainement le film du fils du garagiste, si je puis me permettre. Alors, vous savez, la figure du garagiste a été déjà présente dans Les Parapluies de Cherbourg. Guy, l'amoureux de Catherine Deneuve, est garagiste, celui qui est parti à la guerre d'Algérie. Et ce qui est très intéressant de noter, parce que c'est presque un peu comme une annonce, là aussi,
dans le mode mineur d'une chambre en ville, c'est la façon dont se terminent les parapluies de Cherbourg. Guy est revenu de la guerre, il s'est installé comme garagiste et il vend de l'essence. Et il va vendre de l'essence par hasard à son ancienne amour, jouée par Catherine Deneuve, qui, elle, est dans une superbe DS, voiture représentant absolument et la richesse et le pouvoir à l'époque, avec un peu de fourrure sur les épaules. Cette rencontre n'aura pas lieu. Enfin, du moins, Guy reste absolument muet, comme si, comme si, en se taisant, chacun restait désormais dans sa classe sociale. Ce qui arrive là dans cette banale station-service, c'est une sorte de construction ex abrupto immédiate d'un mur de Berlin social entre les deux amants d'hier. Et que, évidemment, il n'y a plus rien ne pouvant se faire, il n'y a plus de parole possible. Cette dimension sociale-là, cette arrivée du social, cette intrusion du social, cette chape de plomb donnée par le social, à la toute fin des parapluies de Cherbourg, on peut presque dire qu'elle trouve sa contre-résolution ou qu'elle trouve son discours alternatif dans le début socialement mouvementé d'une chambre en ville. Comme si Demy reprenait un peu l'histoire, non pas là où il l'a laissée, mais en tous les cas souhaitait, sinon dépasser, au moins montrer que peut-être qu'on pouvait alors essayer de franchir le mur de Berlin ou de l'abattre, ce qui est arrivé pour le mur de Berlin, mais évidemment, mais là je parlais plus d'un mur social. C'est la même chose d'ailleurs, très curieusement, pour un film beaucoup moins connu de Jacques Demy, qui est Lady Oscar, qui incroyablement d'ailleurs s'inspire d'un manga japonais, qui pour l'époque n'était pas du tout à la mode, qui se passe au XVIIIe siècle, avec un arrière-fond de Révolution française, mais qui est vraiment dans l'arrière-fond. Mais même le film Lady Oscar se termine par la Carmagnole, par un chant révolutionnaire, par l'idée que, et puis la Carmagnole, c'est vraiment les aristocrates à la lanterne. Donc c'est un chant violent, c'est pas du tout un chant révolutionnaire pacifique, c'est un chant violent. Et le film se termine comme ça, comme si jusqu'à présent, avec des films d'avant, ça se termine par des allusions, mais qui ne vont pas plus loin. Et Une chambre en ville va reprendre cette idée que la lutte des classes, le conflit, la grève, les affrontements, c'est essentiel. Et c'est ce qui va donc faire, littéralement, le début du film, l'entrée dans le film, la singularité du film, ça va être ça va être cette dimension avec, comme toujours chez Demy, une petite dose heureusement, je dirais, un peu d'ironie, de décalage, etc. Et quand Violette et Guilbeault, les deux jeunes tourtereaux censés se fiancer et même censés se marier, se rencontrent à la fin d'une journée de grève, Violette chantonne à son amoureux, va vite au piquet, mon amour. Va vite au piquet, mon amour, c'est parce qu'il vient de lui dire qu'il est attendu au piquet de grève, qu'il doit le faire, le piquet de grève, qu'il doit, étant gréviste, assumer cette fonction-là. Bon, ça se passe là, sous une forme un peu, évidemment, d'humour, où Demy joue avec les mots et s'en amuse, mais très honnêtement, il n'y aura pas beaucoup d'autres allusions ou beaucoup d'autres pas de côté par rapport au côté dramatique que raconte la grève, l'affrontement avec les CRS, la lutte sociale, la lutte des classes, et c'est une dimension qui vraiment traverse tout le film, là où auparavant chez Demy, il n'y avait que allusion, petite notation, petite mention, un petit chant révolutionnaire par-ci, une rencontre qui ne se fait pas par là, mais ça n'était pas le cœur du film. Là, vraiment, Demy nous l'indique, ce sera
le cœur du film. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tout se rejoint dans la façon dont Demy conduit son histoire, c'est-à-dire que l'histoire d'amour entre, évidemment, Guilbeault et Édith, entre le prolo et la bourgeoise, eh bien, c'est justement, bien évidemment, une histoire d'amour passionnel qui est traversée par la lutte des classes. C'est-à-dire, c'est clairement l'histoire d'un ouvrier fiancé par ailleurs à quelqu'un de sa condition, une jeune employée de magasin, qui tombe raide amoureux d'une riche bourgeoise mariée par ailleurs. C'est ça l'histoire. Donc ça veut dire qu'il y a, en l'occurrence, dans leur histoire, une double transgression. D'un côté, l'adultère pour elle, bien entendu, elle est mariée, elle ne devrait pas avoir un amant, et pour lui, c'est une trahison de classe. Bien évidemment, quand on est un ouvrier, un prolétaire, on ne doit pas aimer une bourgeoise. C'est une forme de transgression, qui d'ailleurs, et quand on dit qu'elle est double, c'est aussi parce que Guilbeault ne devrait pas aimer Édith parce qu'il est quand même engagé auprès de Violette. Donc là aussi, pour lui, c'est une transgression d'ordre plutôt affectif et amoureux. Et pour Édith, c'est aussi une sorte de double peine, puisque dans son milieu, aimer un ouvrier, mais où va-t-on? Ça ne se fait pas non plus. Donc les deux sont absolument pris sous une sorte de double transgression de tentative de ce qui serait pour l'un et pour l'autre de rupture profonde avec leur milieu social et de transgression absolue. Si leur histoire allait jusqu'au bout, ils deviendraient et l'un et l'autre des parias. Ça, c'est vraiment clairement ce que raconte le film. Comme vous le savez, ils n'iront pas jusque-là, mais entre-temps, ils auront quand même adressé une sorte de bras d'honneur et affectif et social à cette société qui aurait tendance à les rejeter. Et du coup, ce qui fait évidemment le poids, la force du film de Demy, c'est que ces deux parias potentiels qui pourraient être rejetés, et qui le sont de facto, par leur classe, par leurs origines, deviennent, par la grâce de l'art lyrique, par la grâce de l'opéra, par la grâce de la façon dont Demy les envisage, comme deux héros mythologiques. C'est-à-dire que, évidemment, ils deviennent absolument beaucoup plus grands, en quelque sorte, que la petite histoire, entre guillemets, je mets tout ça entre guillemets, bien entendu, qui se raconte. On voit bien que c'est le propre, effectivement, de l'opéra, que c'est le propre de la façon de mettre en avant des grands sentiments, que d'atteindre des figures héroïques, des figures quasiment mythologiques. Alors, je ne peux pas terminer cette approche d'une chambre en ville sans quand même évoquer les conditions de sa sortie sur les écrans. Parce que quand le film sort à l'automne 82 sur les écrans français, c'est un échec commercial immédiat. Et il va se passer quelque chose de très singulier, de rare, voire d'unique dans les annales de l'histoire du cinéma en France, de l'histoire de la critique en France, c'est que la critique, elle, a bien réagi au film, a très bien réagi au film, le soutient énormément, et un petit nombre de critiques va commencer à écrire plus de papiers, des nouveaux articles sur le film, et au bout d'un moment, ces critiques vont agréger la quasi-totalité de la critique française, donc des noms prestigieux, et ils vont acheter ce qui ne s'est jamais fait et ce qui ne se refera jamais plus. Ils vont acheter une demi-page de publicité dans le quotidien Le Monde
pour dire allez voir Une chambre en ville, c'est un film formidable, etc., c'est extraordinaire. Or, il se trouve que la même semaine qu'Une chambre en ville, est sorti L'As des As de Gérard Houry avec Jean-Paul Belmondo. Et évidemment, assez naturellement, on va dire, évidemment que le score commercial de L'As des As de Houry avec Belmondo est écrasant. Et que c'est lui qui fait les recettes, c'est lui qui fait les entrées, c'est lui qui prend toute la lumière. Et ce que disent simplement les critiques, ils disent pas n'allez pas voir Belmondo, ils disent simplement mais n'oubliez pas d'aller voir en quelque sorte Une chambre en ville de Jacques Demy parce que nous estimons, nous, critiques de cinéma, que c'est un chef-d'œuvre, un très grand film, que vraiment il faut le voir. La fin de l'histoire, c'est que le succès public ne sera décidément pas au rendez-vous. Et que malgré, certains diront à cause, mais franchement, malgré cette tribune, malgré cet engouement critique, malgré cette façon qu'a eu la critique de prendre le film comme ça, n'a pas porté ses fruits. Et malheureusement, au moment de sa sortie, Une chambre en ville n'a absolument pas, comme on dit, rencontré son public. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été un échec cuisant dans la carrière de Jacques Demy. Et il a fallu le temps, les années, le fait que le public a, je crois, mieux compris le propos de Jacques Demy pour que, alors pour le coup, le film devienne réellement culte, à la fois dans la filmographie de Jacques Demy, mais aussi tout simplement dans le paysage des films français, films musicaux bien sûr, mais pas seulement, car enfermer Une chambre en ville dans la case film musical serait tout à fait injuste et insuffisant. Voilà, c'est l'histoire en quelque sorte que je voulais vous raconter, l'histoire Une chambre en ville, histoire mouvementée, mais qui au final, je crois en tous les cas, ravit bon nombre de cinéphiles. Merci beaucoup, Laurent Delmas. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci Et on se retrouve tout à l'heure à 15h30. 15h30 pour le 7e juré de Georges Lautner avec Bernard Blier, bien sûr. Bertrand, c'est le fils. Merci. À tout à l'heure, merci. À toutes. Merci.